Talk to me. 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 Bonjour à tous et bienvenue sur une page d'histoire. Alors, je demande pardon à tous ceux qui me suivent parce que, évidemment, les événements se succèdent à l'actualité avec une rapidité incroyable. Donc, je suis obligé d'adapter, disons, une petite partie de mon émission. Je ne peux pas ne pas parler de ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient. Et aussi parce que, disons que le manque de pudeur complet des journalistes Larbin, Carpette et Chiffon qui répètent sans aucune honte la version qui est transmise par les ministères de la propagande de l'État profond est tellement contradictoire et ridicule que j'aurais envie de prendre une boutade du fameux acteur Bourvil dans le film Les Cordions quand il dit ne me fais pas marrer, j'ai les lèvres gercées. Ben voilà, parce que cette fois-ci, il est vraiment difficile de comprendre à tous les niveaux, mais désormais, il n'y a plus vraiment important de suivre s'il y a un fil conducteur, sinon celui de créer. Bon, créer les chaos, c'est facile quand on n'a pas des têtes d'intelligence et d'organisation. Là, les chaos, de toute façon, profitent évidemment beaucoup à ceux qui détiennent les pouvoirs, qui malheureusement sont toujours les mêmes. Et je voulais commencer brièvement. Alors, j'avais vu, je ne sais pas sur quel réseau qui m'avait envoyé ça, je remercie celui qui a envoyé sur Telegram, une petite scène qui s'est passée dans un théâtre anglais. Il y avait un humoriste anglais. Je ne sais pas s'il a été préparé, la scène, ou c'est effectivement c'était du réel, du vif, mais même c'est intéressant quand même, parce que pendant cette one-man show, ce qu'il est, l'acteur manifestait évidemment sa solidarité avec le peuple de Gaza massacré et il condamnait Israël. Et dans les publics est sorti probablement, je ne sais pas si c'était préparé, non, un Israélien qui dit ah non, mais si vous avez raison d'un côté, mais il ne faut pas confondre les gouvernements avec le peuple d'Israël. Et cet acteur, il a dit mais écoutez, vous et le mainstream ne fait que vanter le fait qu'Israël, c'est l'unique démocratie du Moyen-Orient, n'est-ce pas? Et cet Israélien, ou ce soi-disant Israélien qui était dans le public, il dit absolument, hein, nous sommes la démocratie, l'unique démocratie du Moyen-Orient. Et donc, vous choisissez votre gouvernement, n'est-ce pas? La démocratie est comme ça. Alors, ça donne beaucoup à réfléchir. La réponse était bien calibrée, probablement préparée, mais bien calibrée pour faire réfléchir que la responsabilité
de ce qui continue à se passer sous le silence le plus total, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, Gaza est disparu dans la première page. La guerre en Ukraine aussi est disparue dans la première page des journaux et de tout. Et bien, évidemment, comme d'habitude, on fait suivre d'une manière moutonesque les nouveautés à tous les publics que maintenant il s'agit de la guerre, la deuxième guerre, dans laquelle la puissance USA et israélienne frappe d'une manière préventive l'Iran, préventive. J'ai remarqué, moi j'étais en Italie pendant que s'est passé ça, et j'ai remarqué tout de suite qu'après même pas de guerre, les 7 sœurs compagnies pétrolières mondiales ont aussi augmenté, et là aussi, d'une manière préventive, évidemment. Parce qu'en 2 jours de guerre, et actuellement aussi, que je sache, aucun oléoduc a été bombardé, aucune superpétrolière n'a été coulée, aucun puits de pétrole a été détruit non plus, mais les compagnies pétrolières et tous les États occidentaux ont augmenté d'une manière préventive, là aussi. L'essence à la pompe, moi j'ai vu, c'était une moyenne entre 15 centimes et 40 centimes le litre. Voilà. Ça, c'est très intéressant. À un bon moment, à l'époque, dès la guerre contre l'Ukraine, on avait fait sauter rapidement tout de suite les Nord Stream, comme ça on avait compris. Là, non, là, on a dit, il y a la guerre, on tire des bombes, mais vous verrez, pour vous tranquilliser, que cette guerre, comme toutes les guerres, sont le nerf de l'argent. Donc, il s'agit évidemment, pour des raisons à nous inconnues, mais aux autres, à ceux qui commandent connus, d'extorquer, une fois de plus, si c'était nécessaire, à travers une augmentation du prix de l'énergie et conséquente, une augmentation de tous les tarifs et tous les prix de l'alimentaire, mais de tout, non? Extorquer, si c'était encore besoin, encore du sang, surtout, rappelez-vous, à l'Europe, hein, parce que s'il y a un fil conducteur dans toutes les histoires qui se passent, c'est celui de détruire, de réduire vraiment à zéro le dernier rempart de ce qui était un peu de bon sens, d'intelligence, de chrétienté, de catholicité, n'est-ce pas, l'Europe. Donc, évidemment, cette guerre, énième guerre du Golfe, d'ailleurs, on se demande la raison pour laquelle j'ai envie de la régie, de toute façon, après je continue, j'ai envie de la régie envoyer la première vidéo d'où on voit qui, malgré la guerre et malgré le fait que les détroits d'Ormuz ne soient pas non plus bloqués parce qu'on ne peut pas se permettre d'arrêter une économie comme celle qu'on voit dans la vidéo qu'Eric gentiment va mettre en ligne. Autre chose qui est assez surprenante, mais même pas vraiment, c'est le fait que dans toute cette histoire, ni la Russie ni la Chine, pour le moment, n'a encore pris et rien dit ou pris une position claire. Voilà, Eric, si tu peux envoyer la vidéo. Autre chose aussi, le fait que, comme d'habitude, vraiment, c'est fatigant pour nous tous, au moins ceux qui comprennent, ou ceux qui ont un peu, qui voient derrière les coulisses, le fait que désormais cette histoire des rien, qui est devenu un fonds de boutique inépuisable, n'est-ce pas? Un fonds de boutique inépuisable pour, quand c'est nécessaire, créer une tension, créer de l'anxiété, créer des raisons suffisantes pour, comment dire, augmenter encore le pompage du sang de l'Occident. C'est un peu comme l'histoire que, vous savez, je vous l'avais déjà dit, pour la France, je ne sais pas, l'histoire du Front National, n'est-ce pas, qui, tout en étant le parti le plus fort, un fonds de boutique inépuisable pour la gauche,
c'est d'avoir ces fronts nationaux qui menacent toujours la démocratie, qui veut être, comment dire, un pseudo-nouveau fascisme. Et donc, ça fait depuis l'époque des Mitterrand que ces fronts nationaux est dans les fonds de toute l'histoire, comment dire, française. Là, le Moyen-Orient, où se trouve bizarrement d'ailleurs les plus grandes réserves du pétrole mondial. Je vous l'ai déjà dit, on s'interroge de comment ça s'est fait que le pétrole, qui, je peux vous assurer, c'est une source d'énergie la plus abondante au monde. Normalement, ça suffit faire des prospections un peu, bon, pas trop poussées, et faire des trous. Le pétrole, vous le trouvez partout. Mais là, il se trouve particulièrement, comment dire, fixé dans cette demi-croissant entre l'Égypte, l'Irak, l'Iran, le Golfe Persique et l'Arabie Saoudite, surtout dans des endroits, n'est-ce pas, après la guerre, où même s'il y avait cette richesse extraordinaire, il n'y avait pas de danger de trouver des personnes avec suffisamment d'intelligence ou d'autonomie politique, culturelle, militaire, économique, si vous voulez, pour avoir une ressource aussi importante entre leurs mains. C'est bien bizarre, par exemple, dans le nord de l'Afrique, en Libye, le pétrole, on l'a découvert après que les Italiens avaient quitté le nord de l'Afrique. Et là, ça se passe un peu la même chose. Mais l'important, donc, c'est d'avoir le contrôle, si vous voulez, sur une région où on produit un cinquième, et par les détroits des Hormuz passe un cinquième du produit du pétrole qui va, si Henrik, tu peux envoyer la vidéo. 是当空的潮，找个阴凉的地儿歇脚，说来也不怕别人嘲笑，如今还是心比天高。他看着那远方的山坳，发誓要走到山顶佼佼，就算现实的狂风对他呼啸，哪怕山再高，一步一步总能够登跑，哪怕如野草只能扎根在某个墙角，还是拼命的熬，还是拼命的跑，只要他想要，他就总会得到。Voilà, vous voyez, là, c'est l'application pratique des vous ne aurez rien et vous serez heureux. Mais là, c'est la réalité réelle, 1,4 milliard de personnes. Cette économie qui fonctionne à tout rythme, à tout va, et qui ne se permet pas, et donc parce que c'est une économie mondialement fabriquée dans l'état profond qui commande les systèmes géopolitiques économiques mondiaux. Évidemment, la guerre, cette guerre, soi-disant présentée comme un danger pour l'équilibre géopolitique et économique mondial, cette guerre, qui est d'ailleurs n'a fait jusqu'à présent de grandes choses, ne peut pas arrêter, même pas d'un clin d'œil, d'un sourcil, le fonctionnement de ces usines chinoise qui produit tout ce qui nous concerne et qui est utilisé dans l'Occident. Autre chose, si Eric peut commencer à envoyer une série de photos, c'est des photos en réalité, c'est des captures d'écran. Voilà. Là, il s'agit de la première capture d'écran que j'ai fait moi hier soir. Alors, après peut-être 5 jours de guerre, on montre des colonnes de fumée au sud de Beyrouth, des colonnes de fumée à Tel Aviv, des colonnes de fumée à Téhéran. On entend des explosions, il y a des interviews, des jeunes touristes peut-être un peu effrayés. Bon, ça, c'est les mainstream qui montrent. Mais moi, je voulais être tranquille. Alors, j'ai cherché hier, par exemple, sur Google Maps, Emporio Armani. Je voulais être tranquille pour dire, bon, s'il y a une guerre, évidemment, la première chose qui doit être en danger ou fermée, c'est les
le produit de luxe. Bon, heureusement, comme vous voyez dans la photo, vous pouvez voir hier soir, j'ai revérifié ce matin, hein, ça marche comme ça. Donc, c'est ouvert, donc ça ferme à 22 heures et ça se trouve à Téhéran, c'est tout marqué là. Vous pouvez l'aller chercher vous-même, Emporio Armani Téhéran, parce que vous savez, même les gardes de la révolution de Téhéran, hein, malgré, on puisse dire que l'Iran est un peu en retard par rapport à l'Occident, vous pouvez être tranquille que les femmes, surtout de garde de la Révolution, même s'il arrive de temps en temps des frappes, ne peuvent pas renoncer à visiter Emporio Armani, c'est un truc énorme, hein, et qui est ouverte aujourd'hui malgré la guerre. Parce que, et ça, après on passera à Tel Aviv, à Dubaï, le chef de la capitale des Émirats. Hein. Alors, je vous dis, parce qu'il y a, par exemple, le féminisme. Non? Il y a les féministes qui proclament à haute voix que la guerre, cette guerre de libération contre ces dangers qui représentent l'Iran, en parenthèse. Je ne sais pas si vous avez remarqué, cette fois-ci, la frappe préventive n'était pas faite contre les installations chargées d'enrichir l'uranium en vue d'un programme nucléaire. Parce que, comme j'avais montré dans l'avant-dernière émission, peut-être, comment dire, ça commence à devenir des domaines publics qui, comme disaient ces petits messieurs que moi j'ai mis dans la vidéo, et avancer l'hypothèse que la bombe atomique, c'était un épouvantail qui n'existait pas et que ça avait très bien fonctionné jusqu'à présent pour maintenir cet équilibre à niveau international. Hein. Et connu, évidemment, cette canular faux par les grandes puissances qui officiellement possède cette bombe nucléaire. Donc, évidemment, les États-Unis, et la Russie, l'Angleterre, et la Chine, l'Inde, le Pakistan, et la Corée du Nord. Et voilà. Et on ne sait pas si l'Iran, dans toute cette histoire des fonds des boutiques qui servent des justifications à l'économie mondiale, est complice sans le savoir. Aussi, elle sait aussi, l'Iran, la classe politique iranienne, sait un peu cette histoire, alors elle la fait marcher. Alors, autre chose, on continue là, nous là sommes à Tel Aviv. Nous sommes à Tel Aviv, comme vous pouvez contrôler. Et hier soir, j'ai cherché, j'ai marqué ferme, c'est Gucci. Gucci, parce que vous savez aussi, les femmes des officiers de l'état-major du SAL, même s'ils sont en promenade sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem en rêvant la construction du troisième temple, elle ne peut pas oublier évidemment le fait que c'est important quand même de mourir éventuellement avec un missile hypersonique sur la gueule, mais habillé bien comme il faut. Regardez la publicité, là nous sommes, c'est marqué, et ce matin je contrôle de toute façon, ferme bientôt, hier soir 19h30, ouvre demain, jeudi à 10h. Donc, j'ai contrôlé ce matin, était ouvert à Tel Aviv, où là, apparemment, il y a des missiles qui tombent à droite, à gauche. De toute façon, et après, on accuse les Israéliens d'être racistes, un peuple qui n'aime pas nul autre. Regardez là, Gucci à Tel Aviv, la publicité qu'il affiche est une mulâtre très belle qui manipule. C'est la publicité faite pour les femmes israéliennes. Voilà. Donc, comme vous voyez, même s'il y a la guerre, calmement, mais il faut bien s'habiller. Et d'ailleurs, les officiers du SAL, comme les maris des femmes des Téhéran, hein, quand elles rentrent à la maison, parce que je vais vous lire un petit extrait, des petites données, tant parce que les féministes occidentales, mais aussi le monde entier se rendent compte que c'est une grande farce, une triste farce, et qui est préparée par des gens qui désormais, leur force est de ne pas avoir peur du ridicule. Eh bien, ça, c'est une force énorme. Quelqu'un qui a peur du ridicule, il se retient parfois. Ben, désormais, au niveau de la manipulation internationale, on ne se retient plus. Donc, écoutez, pour ce qui concerne
La photo précédente, je vais montrer Emporio Armani à Téhéran. La réalité de l'Iran, qui a 90 millions d'habitants, hein, pas 10 millions, 90 millions d'habitants. Là aussi, excusez-moi, c'est Emporio Armani, et c'est à Dubaï. Voilà, Dubaï, capitale des Émirats arabes. C'est marqué là. Hier soir, j'ai cherché aussi, c'était ouvert, ferme à 1h, là, quand vous voyez, à Dubaï, jusqu'à 1h de la nuit. C'est pas comme ici sur la Côte d'Azur, je vous l'assure. Sur la Côte d'Azur, c'est devenu pénible parce qu'à partir des 10h, peut-être c'est un endroit des retraités riches et puissants, mais quand même des retraités à 10h, 11h, même dans les endroits les plus populaires, tout est fermé. Tandis que là, à Dubaï, là, c'est sérieux, c'est la capitale où on fonde des sociétés offshore du monde entier, où apparemment, il y a des missiles qui arrivent, hein. Là, on fait la fête et on laisse ouvert l'Emporio Armani. Naturellement, c'est toutes des marques italiennes parce que toutes ces révolutionnaires ou pan-islamistes ou israélites enragés, tous ces gens-là aiment quand même s'habiller à l'italienne. Il faut s'habiller à l'italienne parce que c'est le trend. Donc, si il faut s'armer, être armé comme les Américains, comme les Israéliens, il faut quand même s'habiller comme les Italiens. Et les affaires, ça marche en pied en rythme. Alors, pour revenir à Téhéran, je vous dis la situation des 90 millions d'habitants de l'Iran. 50%, je ne plaisante pas, hein, ça c'est donné, vous pouvez retrouver tout seul. 50% des médecins iraniens sont des femmes. 60% des universitaires iraniennes sont des femmes. 65% des scientifiques sont des femmes. Oh là, c'est la disparition des hommes, soit en Iran, mais soit en Israël aussi, mais dans le monde entier désormais, parce que, comme vous voyez, même les pays pan-arabes, pan-islamistes, s'alignent à la tendance qui en Occident atteint le paroxysme, parce que c'est ici, et c'est là-bas, c'est ce chiffre-là. En Occident, chez nous, c'est encore plus. Les femmes sont partout, des postes responsables. Et donc, quand leurs hommes, par exemple, responsables de salle, rentrent à la maison, ils trouvent leur femme qui a travaillé comme ingénieur toute la journée sur les divans, qui dit, mon chéri, je suis très fatigué, si tu peux t'occuper de faire la bouffe, du dîner. Même chose, les gardiens de la Révolution. C'est un désastre du point de vue de la révolution anthropologique qui nous avait accompagnés, nous, le vieux con, qu'on a eu une famille presque normale où notre mère, pas toutes, hein, mais souvent, notre mère ou nos grands-mères quand même s'occupaient de faire la bouffe pour les soldats ou les hommes qui travaillaient toute la journée au bureau, dans les champs. Non, là, maintenant, c'est fini et les féministes doivent être tranquilles. Bon, ça doit désormais dire, finalement, l'oppression des sexes faibles est terminée. Et bien voilà. Alors, pour revenir à nous, après, je reprendrai le fil de notre 30 ans des Satans, parce que les Satans de l'époque, je parle des années 1880-1890, c'était des Satans, un Satan encore en pleine forme, c'était un Satan viril, c'était un Satan encore qui avait à faire avec les racines, le base de ce nouveau monde qui sera préparé pour la belle époque, hein, la belle époque, 1870-1914, pour préparer des massacres magnifiques, bien organisés, mais sanguinaires, des boucheries hors du commun. Ce n'est pas des guerres de mollassons comme maintenant, parce qu'il y a un missile qui arrive, toute la télé, on en parle pendant des journées entières, pendant qu'évidemment la réalité marche d'une manière toute seule, parce que les femmes qui normalement aujourd'hui sont beaucoup plus courageuses que les hommes exigent que les magasins qui vendent des produits de luxe, la mode en particulier, reste ouverte et qu'on ne nous casse pas les pieds. Rappelez-vous que cette dimension que je vous donne, celle existe durant temps de guerre là-bas, hein, dans le monde entier, est désormais installée définitivement. Donc nous verrons où nous irons une fois que la révolution anthropologique homme-femme, où la famille traditionnelle est finalement terminée et toutes les femmes pourront finalement avoir les ongles bariolés, bien longues, et montrant qu'elles sont toujours en pleine forme et comme des stars. Voilà.
Alors, j'ai envie d'alléger pour vous montrer comment, et après on va voir l'histoire du passé, parce que ça, c'est l'histoire du présent. Bon, qui va venir vite, l'histoire. Est-ce qu'on peut envoyer, Eric, les autres 3 photos, capture d'écran, que j'explique comment ça marche, la politique énergétique. Et on l'explique très bien pour un pays, l'Italie, hein, qui c'est le 4e exportateur mondial. Hein. Premier, c'est la Chine, deuxième, l'Amérique, troisième, soi-disant, l'Allemagne. Et nous, l'Italie, on est le 4e, on a dépassé la... Voilà. Regardez pour ce qui concerne l'énergie. C'est bien bizarre. Alors, je ne comprends pas pourquoi le pétrole est augmenté comme ça vite, etc. D'ailleurs, le ministre de l'énergie, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça en France, qui a été interpellé par Macron hier, il veille, s'il vous plaît, au fait que l'augmentation du prix de l'essence et du carburant reste dans des limites raisonnables. Bon. Alors, en Italie, la situation aujourd'hui est celle-ci. En Italie, pour ce qui concerne le gaz, donc le pétrole aussi, mais je peux vous assurer. Hein. Alors, en Italie, il y a 1298 puits d'extraction du gaz. Prête à fonctionner. Actuellement, Eric, si tu peux passer la deuxième vidéo, pardon, la deuxième photo. Actuellement, nous avons en fonction, voilà, sur 1298 puits, nous avons 752 puits non activés. Et vous dites pourquoi? Mais non, mais pourquoi? Si on avait ces puits, on produisait, je vous dis, dans l'année 2000, nous en Italie, on produisait 17 milliards de mètres cubes de gaz. Donc, on n'a pas besoin du gaz russe, comme on n'aurait pas besoin du pétrole qui arrive bloqué dans les détroits d'Ormuz éventuellement. Aujourd'hui, au lieu de 17 milliards, sont pompés 800 millions uniquement. Donc, vous avez l'idée. Alors, le mètre cube, si nous pouvions en Italie extraire tout ça, ça nous coûterait 5 centimes le mètre cube. Mais actuellement, puisque nos amis les Américains nous imposent d'emporter soit le gaz, soit le pétrole de leurs amis ou d'eux-mêmes, quoi. La même chose est pour toute l'Europe, hein. L'Europe des cons, de toute façon, des cons ou des idiots, vraiment des complices de cette machination qui vise à tuer les derniers îlots de bon sens et surtout la base où la civilisation mondiale est partie, n'est-ce pas, la base gréco-romaine et 2000 ans de christianisme. Il ne faut pas oublier qu'il faut, parce que s'il y a un fil d'Ariane qui nous conduit à travers ce chaos, c'est qu'il y a certains personnages, déicides en particulier, qui ont dans la tête qu'il faut détruire toute trace du christianisme et catholicisme. C'est pour ça qu'on commence à travers le pompage de l'énergie et l'extraction de tout l'argent qui se trouve, l'énergie qui se trouve est dans la poche de nous les Européens et des Italiens en particulier. Non, les Français, c'est pas mal parce que c'était la France, c'était la sœur aînée et l'Italie, donc du christianisme. Bon, fermez la parenthèse. Donc, je vous dis, l'importation, si nous, on activait tous nos puits qui fonctionnent, qui sont là, hein, vous pouvez aller chercher tout vous-même. Vous savez que moi, je dis toujours la vérité. La vérité fait mal, quoi. Mais elle est là. Alors, on payerait, nous, les Italiens, 5 centimes de mètre cube. Actuellement, nous payons 70 centimes le mètre cube pour faire plaisir et pour nous vider, si nous avez déjà un peu vidé les cerveaux, lessivé les cerveaux, voilà. Ce qui confirme, dans le 2017 milliards de mètres cubes extraits, aujourd'hui 800 millions de mètres cubes. Ça, c'est des choses très connues. En Italie, on les a transmises à la télé. Maintenant, évidemment, aujourd'hui, avec la guerre, on ne le transmet pas parce que sinon, on dit, mais qu'est-ce que vous nous faites croire que des missiles et Hormuz, et l'Iran, et Israël, et tout le reste. Mais voilà, ça, c'est
situation actuelle. Alors, je demande à tout le monde, s'il vous plaît, de réfléchir un peu à la boutade que cet acteur anglais avait fait dans le théâtre en disant « Vous, les Israël, vous êtes l'unique démocratie du Moyen-Orient, donc vous choisissez votre gouvernement, donc cette démocratie approuve les génocides et les massacres qui, depuis plus de 3 ans, ça continue à se faire à Gaza. Et d'ailleurs aussi, cette démocratie, évidemment, approuve les délires. Ce n'est pas vraiment un délire, mais des bombarder préventivement, mais faites les rapports aussi avec les autres démocraties. Parce que toutes les démocraties occidentales n'ont rien bougé, pas un doigt. La papauté aussi, qui devrait être la démocratie planétaire, je dirais céleste, ils n'ont pas bougé un doigt et dit un mot sur ce qui est en train et ce qui s'est passé à Gaza ou sur la guerre en Ukraine, que ça continue tout à fait normalement. Je me demande cette volonté de tirer maintenant avec un canon sur une fourmi. L'opinion publique est devenue tellement lessivée qui est prête à tout accepter et donc en ayant perdu toute dignité. Et quand on perd la dignité, on disait dans les films d'Espagnol, César disait à son fils Marius, fais attention mon fils, parce que la dignité c'est comme une allumette, on la brûle qu'une fois. Et bien là, moi je pense que nous l'avons, nous tous, oui, moi compris. Je devrais faire bien autre chose que faire uniquement des transmissions d'histoire. Mais de toute façon, parce que il faudra bien prier les bons dieux qui nous aident à essayer de mettre hors d'état de nuire cette congrégation, si vous voulez, des maniaques dépravés, fous, de cette gérontocratie, gérontocratie des vieux qui commandent, etc., perdu la tête, etc. Voilà, ça c'était l'introduction qui a été longue, mais pour vous expliquer, donc, n'ayez pas peur, il n'y aura pas de guerre comme ça, nous sommes dedans, la guerre est une autre chose aujourd'hui. De toute façon, on mourra élégant quand même, parce que je vois que la majeure partie des gens préfèrent être élégants, ou peut-être pas seulement sur la Côte d'Azur. Moi, je vois que ce qui compte est l'habit qui fait les moines. Donc, alors là, on va revenir à notre histoire des Satan, cette histoire dans les racines des années 1880-1890, dans lesquelles se sont jetés, et il y a eu une accélération incroyable de la préparation du réseau géré par une seule gouvernance déjà à l'époque. Une gouvernance qui avait non seulement la puissance économique, avait la détermination, avait la fraîcheur aussi, la fraîcheur des démons et des diables qui côtoyaient tous les jours encore la nature. Donc, ils étaient déterminés et, si vous voulez, violents aussi, comme la nature. La nature, si vous la regardez en elle-même, est assez violente. Et les hommes de l'époque, qui vivaient encore en contact strict avec la nature, se comportaient avec une violence inouïe avec les plus faibles. Donc, il s'agissait de la part de ceux qui contrôlaient cette organisation, si vous voulez, maçonnique, bon, on l'a défini comme ça, d'éteindre son réseau et d'opprimer le plus possible et de préparer les lendemains. Vous vous rappelez, on avait fait une liste détaillée un peu des événements très importants qui s'étaient
été déroulées, non? Par exemple, la conquête du Bangladesh de la part de l'Inde, je répète rapidement, pardon, du Bangladesh de la part de nos amis les Anglais, pour y planter des pavots pour faire de l'opium, pour envahir la Chine et détruire toute une classe et les cadres dirigeants de l'Empire Qing avec de l'opium, et qui fait éclater exprès pour le soumettre plus encore la première guerre de l'opium, 1839-1842, n'est-ce pas? Après, nous avons en France, qui était un peu le centre idéologique, culturel, spirituel, comme aujourd'hui un peu, hein, n'a jamais cessé d'être ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on la tabasse beaucoup, elle aussi, comme l'Italie. Il y avait, par exemple, le changement de la royauté de Charles X, 1830, autoritaire, avec la substitution d'une monarchie constitutionnelle, qui a duré jusqu'en 1848, n'est-ce pas? Et ça n'a pas empêché cette monarchie constitutionnelle, disons, de faire enrichir de plus en plus les riches et d'appauvrir de plus en plus les pauvres. D'ailleurs, il y avait des il l'avait dit l'autre fois, qui essayait d'expliquer au peuple en disant si vous ne croyez pas à Dieu, quand même, il faut croire que sur Terre, on peut atteindre, si vous voulez, un certain bonheur. Parce que si vous faites des économies, vous arriverez un jour, c'est pas vous, votre fils, votre petit-fils, à pouvoir jouir finalement de tous les produits que l'industrialisation et la modernité met à votre disposition. Parce que l'argent, c'est du travail accumulé. Et c'est humoriste qui disait, et justement, puisqu'on ne peut pas tout faire, il y en a certaines qui travaillent et d'autres qui accumulent. Bon, voilà. Après, nous arrivons aux énormes développements industriels en France. Chose importante, c'était la Deuxième Guerre. On dit, mais comment ça s'est fait que dans une époque aussi lointaine, on va s'occuper de détruire un pays, une civilisation de 2000 ans comme la Chine? Deuxième guerre de l'opium. Et l'opium, je vous avais dit, avait tellement envahi le pays que toutes les marchandises importées de Chine en Europe étaient payées avec l'or comptant. Nous sommes en 1839, hein, avec l'or comptant qui les contrebandiers d'opium, l'or, la monnaie, hein, touchaient en vendant l'opium. Imaginez les trafics énormes, etc. Et je vous avais dit aussi que dans la deuxième guerre de l'opium, 1856-1860, cette fois-ci participait non seulement l'Angleterre, mais la France et la Russie aussi. C'est très intéressant. On dit, mais c'est loin tout ça. Non, c'est très près. D'ailleurs, vous avez vu les résultats dans les usines. Donc, mais après 150 ans, ils avaient déjà cette capacité prévisionnelle. Oui, c'était la capacité prévisionnelle de dire la Chine, ça deviendra notre Eldorado, surtout le fait qu'on ne pourra pas la toucher, on pourra faire là-bas tout ce qu'on ne peut pas faire en Europe, et à travers la Chine, on va détruire la Chine communiste, la Chine athée, la Chine hyper modernisée. On va détruire l'Europe et les résidus du christianisme en Europe. Après, on avait fait le Japon. Vous vous rappelez, 1853-1854, une escadre navale américaine commandée par l'admiral Perry bombarde les côtes japonaises qui étaient fermées depuis des siècles et s'ouvre là aussi le commerce avec le Japon qui deviendra, la prévision, c'est de le faire devenir l'Allemagne de l'extrême-orient, comme ça s'est produit, pour la faire après lancer avec une première épreuve, on verra ça dans notre émission, une épreuve qu'on a fait en 1905 en déchaînant la puissance militaire, économique japonaise montée par la banque et la finance judéo-américaine, Jacob Schiff, les grands banquiers, on en parlera aussi, finance les Japon, finance sa flotte, et 1905 donne un coup incroyable. En 50 ans, le Japon passe du Moyen-Âge à une ère plus moderne, capable de défaire un pays comme la Russie, qui était quand même partie de l'Europe moderne, si vous voulez, industrialisée. Mais vous voyez, la puissance de l'investissement, où on veut, quand on veut, pour qui on veut. Et après, on était passé, là aussi, on avait dit de la guerre des Crimées, toujours dans cette 30 ans
crucial. Guerre de Crimée, 1853-1856, où on voit Angleterre, France, Turquie alliés contre la Russie, qui pouvait représenter, si vous voulez, encore pour son état d'arriéré, encore un obstacle, vu sa énorme masse de population liée, encore une fois, orthodoxe chrétienne, qu'il fallait évidemment détruire. On y arrivera plus tard. Et après, la fameuse entreprise de réunification de l'Italie, dont l'Italie n'avait aucunement besoin. Pour les faits, vous avez vu, vous vous rappelez, 1859-1869, la construction du canal de Suez était prévue, était déjà financée, et donc il ne fallait pas qu'au milieu de la Méditerranée, il y ait une puissance italienne, parce que l'État de Sicile, de Francesco di Borbone, comme je vous avais déjà dit, je le répète, c'était là l'État du Sud, donc de Naples jusqu'à Sicile, c'était la deuxième marine marchande mondiale après l'Angleterre, et c'était la troisième marine militaire mondiale après Angleterre et France. Donc, il y a eu cette opération de piratage, d'agression injustifiée, préventive, si vous voulez, là aussi, mais sans que les Bourbons le sachent. Bon, derrière les coulisses, on le savait parce que c'était inévitable, qu'on n'aurait pas pu supporter qu'un État italien hyper catholique puisse profiter économiquement de l'ouverture du canal de Suez. Donc, en 1860, organisation de la guerre franco-piémontaise avec l'empereur Napoléon III qui aide Victor Emmanuel II à la guerre contre l'Austro-Hongrie. Austro-Hongrie qui était encore un pilier de la catholicité, donc conquête de la Lombardie, conquête de toute l'Italie, réunification, Garibaldi financé, aidé, protégé par les Anglais, leur flotte et les immenses investissements économiques qui avaient été faits pour préparer cette armée de mercenaires qui n'était pas des 1000 personnes, c'était très grand, cette armée de Garibaldi qui arrive en Sicile donc mai, juin, juillet, août, septembre, en 5 mois, conquiert toute l'Italie du Sud et donne les clés, et Garibaldi, maçon et républicain, ami de Mazzini, républicain, tiens, alliance avec la royauté des Savoie, un républicain acharné, maçon, donne les clés de l'unification de l'Italie à un roi, à une monarchie la plus pauvre, la plus endettée de l'Italie, et maçon aussi, parce qu'il était aussi, mais évidemment, c'est parce qu'ils faisaient partie tous de la même congrégation maçonnique qu'on pouvait faire ça, et on pouvait faire réconcilier la monarchie avec la république, des cas échéants. Voilà, donc, et après, n'oublions pas en même temps, et on s'était arrêté l'autre fois, à la guerre de sécession. La guerre de sécession aux États-Unis, en 1861-1865. L'excuse officielle, c'était qu'on ne pouvait pas avoir, comme disait Abraham Lincoln, un État divisé en deux avec des esclaves et des hommes libres. Donc, là, une guerre fratricide, là aussi provoquée, mais les bases et les mésententes étaient fortes, évidemment. On ne pouvait pas avoir les États du Nord d'Amérique avec 20 millions de personnes, avec 110 000 usines, avec un réseau ferroviaire de 35 000 kilomètres déjà aux États-Unis du Nord, avec un État, les États du Sud, les confédérés, qui avaient 9 millions d'habitants, dont 4 millions d'esclaves, qui travaillaient pour les cotons, qui était une affaire bien grosse à l'époque, et avec 9000 kilomètres de voies ferrées. Vous savez, cette histoire de voies ferrées qui s'est développée d'une façon ahurissante, beaucoup plus rapide de ce qui s'est développé les transports sur route après la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Pour vous dire, 1840 ou 1860, on est passé des 9000 kilomètres de voies ferrées en Angleterre à presque 30 000, en France de 0 à 15 000, en Allemagne à 19 000 kilomètres en
en 20 ans. Du 1842 au 1866, on a pu aller tranquillement de Moscou, Saint-Pétersbourg, Varsovie, Vienne, Paris, Côte d'Azur, Monaco, 1866, avec tous les vacanciers, les riches et les Anglais qui venaient faire les vacances sur la côte. En moins de 15 ans, les réseaux ferroviaires, avec cette contrôle que les riches investisseurs et notables de l'Europe entière pouvaient avoir sur les États respectifs pour faire payer leurs investissements privés, parce que les chemins de fer restaient toujours privés, mais disons, les lois des États, en France par exemple, c'était comme ça, pendant Napoléon III, et aussi après, c'était que les sociétés privées, les chemins de fer, recevaient de l'État toutes les œuvres de base, c'est-à-dire les voies, les fers, les tunnels, tout ce qui était là-bas, est garanti sur l'éventuelle, comment dire, rentabilité manquée. C'est-à-dire l'État était devenu une vache à traire de la part des notables qui quand même maquillaient cette attitude avec une soi-disant démocratie parlementaire république. D'ailleurs, j'invite la régie, j'invite Eric, si tu veux, envoyer la vidéo de cet historien que j'aime beaucoup, qui explique la différence fondamentale et l'importance qu'il y a la République par rapport à la monarchie dans le cas de la défense des intérêts des riches. J'invite la régie à envoyer la vidéo de Guillaume. Merci. La monarchie est moins forte, un système monarchique est moins fort que les systèmes républicains pour faire tenir tranquilles les pauvres gens. Pourquoi? Parce que quand c'est le roi qui parle, on peut toujours mettre en cause la volonté royale. On pourrait dire, c'est un homme qui ne veut pas que nous améliorions notre situation. Tandis que s'il y a une révolte de pauvres, sous la République, c'est-à-dire sous le régime du suffrage universel, l'autorité qui va contraindre ces gens à rentrer dans leur tanière, elle s'appelle comment? Elle s'appelle volonté nationale. Du moment qu'il y a suffrage universel, que le suffrage universel s'est prononcé, que nous avons avec l'Assemblée ce que l'on appelle la volonté de la nation, cette volonté de la nation, qui est en fait la volonté des notables, est autrement forte qu'une simple volonté royale pour faire tenir tranquilles les misérables. La République est une manière de coincer les pauvres bien meilleure que ne l'était la monarchie. Un. Deuxièmement, là, je voudrais vous apporter une citation de Jean-Jacques Rousseau. Jamais dans une monarchie, l'opulence d'un particulier ne peut le mettre au-dessus du prince. En revanche, dans une république, elle peut aisément le mettre, ce particulier, au-dessus des lois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans une république, les lois sont faites par qui? Elles sont faites par l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que l'Assemblée nationale? C'est soi-disant le suffrage universel. Qu'est-ce qu'en fait le suffrage universel? C'est ce que veulent les notables. Par conséquent, dans une république bien conduite, c'est l'argent qui est au pouvoir. Il n'y a pas de régime meilleur qu'un régime démocratique bien orienté pour la protection de l'argent. J'espère que Guillaume vous a bien expliqué comment ça marche aujourd'hui aussi. C'est l'Occident, la démocratie, n'est-ce pas, fonctionne beaucoup mieux pour tenir bon les pauvres, les massacrer, les extorquer, tout ce qu'ils peuvent, qui, paradoxalement, les dictatures des pays pan-arabes, pan-islamiques ou même les dictatures comme en Chine. Mais ça, c'est une appendice. La Chine, c'est tout autre chose. C'est un grand camp de concentration que nous avons voulu. Mais paradoxalement, l'Occident, avec sa démocratie, vous avez bien expliqué qu'est-ce que c'est la démocratie, qu'est-ce que c'est l'Occident, n'est-ce pas? Donc nous sommes tous complices, n'est-ce pas? Parce que, comme disait l'acteur, là, les démocraties choisissent leur gouvernement. Alors le peuple est responsable aussi. Donc je termine l'histoire de la guerre de sécession. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'en 1860, les Nord-Amérique, les États du Nord pouvaient avoir 110 000 entreprises privées qui travaillaient dans tous les domaines économiques, 35 000 kilomètres de voies ferrées, avec quel argent?
Vous vous êtes jamais demandé comment c'est possible que le développement de l'Amérique ait été aussi rapide. Mais évidemment, c'est l'investissement de tous les pays européens riches, de toutes les grandes banques privées, de tous les, si vous voulez, ou démocratie, ou monarchie, ou république, n'a aucune importance, occidentale, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Autriche-Hongrie, que ce soit la France, que ce soit l'Angleterre, que ce soit l'Italie, tous ces pays qui avaient accumulé de l'argent et qui étaient à la base du proto-capitalisme et qui avaient besoin de s'expandre, de se développer encore, avaient trouvé l'Amérique qui était vraiment l'Amérique, comment dire, l'Eldorado, parce que là-bas, il n'y avait personne qui pouvait s'opposer à l'instauration d'un système économique féroce, bien organisé du début, sans problème, si vous voulez, religieux, culturel, spirituel, problème moral. Il s'agissait d'exploiter encore plus les travailleurs et donc le faire produire beaucoup plus de richesses aux États-Unis que dans tous les pays européens où il y avait quand même une résistance de la part de la population qui disait non, nous n'acceptons pas cette déshumanisation de la vie, de l'économie, de la morale, de la famille. L'Amérique était vierge, et si ce n'était pas vierge, on a détruit avec un génocide qui a tué une cinquantaine de millions de peaux rouges sur place. Bon, là, ce n'est pas grave. Si on a drogué 500 millions de Chinois, qui étaient quand même considérés comme un empire avec une très grande tradition, etc., on pouvait quand même exterminer sans problème 50 millions de peaux rouges qui vivaient des chasses aux bisons avec des mentalités encore de l'époque pré-agricole presque. Donc, voilà, donc l'Amérique, son développement magique, son développement qui nous a amené, comme aujourd'hui, à adorer les nouveaux veaux d'or, que c'est les dollars, on l'a créé, nous, la responsabilité du monde entier. Parce que rappelez-vous que les Allemands, les Italiens, les Français, les Anglais, ceux qui en pouvaient, si les notables dont parlait Guillemin, mettaient leurs argent dans les banques de chaque pays, les banques aussi qui étaient appelées banques nationales, comme la Banque de France, la Banque d'Angleterre, qui en réalité étaient des banques privées. Hein, vous le savez, je l'ai déjà dit, etc. Et donc, ces banques-là, pour trouver une rentabilité qui contentait les clients, comme aujourd'hui d'ailleurs, ils investissent où l'argent investi rend le plus. À l'époque, c'était les États-Unis, les nouveaux Eldorado. Maintenant, c'est la Chine depuis une vingtaine d'années. Avant la Chine, ça a été un peu les pays de l'Est, ça a été vite fait là-bas. Les pays de l'Est étaient tout petits, mais la Chine, c'est tous les grands fonds de pension, tous les grands fonds financiers, etc. Ils regardent vite le tableau et voilà, hop, ça va en Chine. Et si on veut extorquer encore plus, parce qu'il y a encore quelques Européens qui ont des illusions sur les anciennes idéologies, si vous voulez, même révolutionnaires, parce que la révolution française, désormais, est dépassée. Hein. Même liberté, égalité, fraternité, tout ça est dépassé. Tout ça qu'on voyait en France, en Chine, ça fonctionne pas. Mais tout ça est dépassé aussi. Donc, même les athées, les rationnels ont dû se soumettre à cette loi de la rentabilité. Donc, l'Amérique, pendant ces peu d'années, 1861-65, en guerre fratricide qui fait plus de 800 000 morts. 800 000 morts, plus, du côté des États-Unis du Nord, 370 000 morts, 260 000 dans l'Amérique des Confédérés du Sud, une quantité de blessés extorqués énorme. Imaginez que la guerre de sécession américaine, qui a comporté la libération des esclaves noirs qui s'étaient mieux traités pendant leur esclavage, soi-disant parce que les propriétaires avaient l'intérêt à garder leur propriété, tandis que l'ouvrier salarié, après, quand il est malade, on lui donne un coup de pied, on le jette sur la rue. Rappelez-vous que la condition de l'ouvrier salarié dans une république moderne est pire que celle de l'esclave de l'époque romaine ou de l'époque de la guerre de sécession, parce que les propriétaires d'une esclave, ils y tiennent. Il a investi de l'argent, il ne veut pas le perdre. Par contre, celui qui a loué l'esclave, s'il tombe malade, on le jette par terre.
Voilà. Donc, 800 000 morts en 4 ans. Ils avaient demandé quand même les États du Nord que Giuseppe Garibaldi devienne le chef des armées, comme en général, mais il était occupé en Italie sur des choses, en Europe pour des choses plus importantes. Il aurait occupé après pour Napoléon III, bon, ça, on verra ça. De toute façon, 800 000 morts, qui sont le total et plus grave de tous les morts que les États-Unis ont eu en les mettant ensemble dans la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis, pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, ont eu un total de 450 000 morts. Vous pouvez aller contrôler tout ça. Et pour vous dire, la gravité est la chose qui, à l'époque, on n'allait pas pour 4 chemins. En même temps, en Russie, le tsar Alexandre II, bien conseillé, ou si vous voulez, mal conseillé, évidemment, parce que, vous savez, excusez-moi, c'était en 1861, ça a commencé la construction, après avoir lié Moscou à Saint-Pétersbourg et à Vienne, ça a commencé la construction du chemin de fer transsibérien, avec l'investissement, évidemment, des capitaux, comme en Amérique, des capitaux européens. Et la majeure partie étaient des capitaux français. Bon, pour financer tout ça, il ne fallait pas maintenir, on ne pouvait pas maintenir encore un système lié au cerveau. Et donc, Alexandre II, qui sera après assassiné par un groupe terroriste quelques années plus tard, libère en 1861 20 millions de Serfs. Naturellement, l'économie russe qui vivait depuis des siècles autour de ce système autocrate, si vous voulez, mais qui réglait l'économie des millions et des millions de personnes sur un territoire immense. Rappelons-nous, de toute façon, que la Russie, avec ce système, elle avait réussi, le système tsariste, à conquérir toute l'Asie, jusqu'à Vladivostok. Donc, c'était la propage de l'Europe orthodoxe, donc de l'Europe chrétienne. Donc, c'était cette propage culturelle, si vous voulez, militaire, défense contre l'ancien danger des jeunes chevaliers de Gengis Khan, ou les nouveaux après, qui c'était toujours cette menace des steppes. Mais la Russie avait fait ça avec le système du servage. Et en 1861, évidemment, la maçonnerie internationale, qui avait une influence importantissime en Russie. Rappelez-vous, je vous rappelle que le tsar Alexandre Ier, c'est lui qui traitait avec Napoléon, c'est lui qui avait fait la grande défaite de la grande armée de Napoléon, était un maçon bien convaincu, comme sa grand-mère Catherine, Catherine la Grande, qui obligea, dans un certain sens, son petit-fils à s'associer pour assassiner son père Paul Ier, n'est-ce pas, qui s'opposait un peu à la modernisation. Et là, nous sommes en 1799, je pense. Bon, on va contrôler les données. De toute façon, Alexandre Ier, qui avait été confié tout petit, Alexandre de la Harpe, qui était un vaudois suisse, franc-maçon convaincu et imbibé de toutes les théories de l'illuminisme français qui apportaient à la Révolution française du Voltaire et du voltairien. Donc Alexandre Ier, qui était le soi-disant tsar, empereur du Congrès de Vienne, qui avait restauré, disons, l'ancien régime en Europe après la défaite de Napoléon, était en réalité, lui aussi, participé à cette grande confrérie de la maçonnerie internationale, qui, on ne sait pas à l'intérieur de laquelle, si certains personnages étaient au courant ou pas, du but final de la maçonnerie, qui, comme j'ai dit au début de l'émission, c'est celui des déicides, c'est-à-dire de détruire toute trace de christianisme et catholicisme pour imposer finalement leur credo, crucifier le Christ
et que son sang retombe sur nos générations futures. Donc, Alexandre II, en Russie, en 1861, pour entrer de force, pour le faire rentrer de force dans un système économique mondial qui est de l'Amérique, de la guerre de sécession à la Russie, et en prévision rapide avec la Chine suivante, abroge le servage, avec des conséquences sociales, politiques, morales, culturelles très graves, que nous discuterons une autre fois. J'invite la régie à envoyer la dernière vidéo, toujours, du grand historien Henri Guillemin, qui vous explique un peu aussi les fonctionnements de la théorie des libéraux, qui c'est la théorie de l'Europe moderne, qui a été façonnée par les notables, si vous voulez, financiers et maçonniques. Voilà. Si on peut, les libéralismes, écoutez bien ça. Et les fonds, la toile des fonds de tout ce que je vous ai parlé, de tous les événements. Le voici le vrai ralliement, comme je vous le dis. C'est-à-dire des affairistes, quoi, affairistes intelligents qui se travestissent en républicains. Et puis ce sont des libéraux. Alors là, il faut que je vous explique parce que ce mot libéral a eu dans l'histoire intérieure française, et je n'oublie pas que je prépare les origines de la guerre de 14. Ce mot de libéral a eu une fortune extraordinaire. Enfin, les gens de droite, ça était toujours les libéraux. Qu'est-ce que ça voulait dire? Pour bien comprendre, il faut remonter même à l'histoire de la Révolution française et aux Girondins. Les Girondins, c'était ceux qui, en face de Robespierre et des Montagnards, se proclamaient justement les amis passionnés de la liberté. Mais pour eux, il y avait une liberté qui était capitale, qui était première, qui était fondamentale. C'est ce qu'ils appelaient eux-mêmes la liberté économique. Ce qui signifie ceci: l'État, la collectivité, n'a pas à intervenir, liberté entière, n'a pas à intervenir dans les affaires privées, surtout dans les affaires commerciales. Ça s'était vu surtout en 91, oui, lorsque le ministre Girondin, Roland, s'était trouvé aux prises avec ce problème du maximum. Je prononce maximum comme il le prononçait à ce moment-là. De quoi s'agit-il donc? Il s'agissait de ceci, qu'il y avait des pauvres gens, des affamés, qui commençaient à réclamer une intervention de l'État pour la fixation du prix maximum du pain. Ça leur paraissait évidemment nécessaire, quoi qu'ils ne payent pas trop cher la miche de pain. Alors à ce moment-là, le ministre de l'Intérieur, Roland Girondin, avait fait une déclaration capitale qu'il faut retenir parce qu'elle recouvre toute notre histoire du 19e et des débuts du 20e siècle français. Tout ce que le pouvoir, tout ce que l'État peut décider en matière économique, c'est qu'il n'interviendra jamais. Alors, autrement dit, du côté des profits, c'est-à-dire de la vente, quoi, des commerçants, l'État a les mains liées. Il ne peut rien faire. Mais ces mêmes commerçants et ces mêmes industriels se tournent du côté de l'État pour lui demander des avantages. Par exemple, pour demander des concessions de mines. Par exemple, au 19e siècle, pour demander des concessions de chemin de fer. Par exemple, pour demander des primes à l'exportation. Alors, d'un côté, vous avez l'État qui est répudié comme inconvenant, enfin, qui ne se mêle pas de nos affaires. Mais d'autre part, le même État, c'est-à-dire la collectivité, est au contraire l'objet de sollicitations permanentes afin d'avoir de l'argent. Alors, je répéterai donc, l'État a les mains liées du côté du peuple, du côté du grand nombre, mais il a les mains ouvertes du côté du petit nombre. Lamartine, qui n'a pas la réputation qu'il mériterait, Lamartine, qui était un homme lucide, vous savez, avait dans son histoire des Girondins donné une définition que je tiens à vous apporter de la liberté économique. Et lui, Lamartine, avait dit, qu'est-ce que c'est que la liberté économique? C'est la liberté pour le commerçant et pour le riche de s'enrichir indéfiniment. Et c'est la liberté pour le pauvre de mourir de faim s'il ne veut pas faire autrement. Eh bien, à partir de 1879, ce sont ces affairistes-là, ces libéraux-là, qui vont être au pouvoir en France, et ils vont l'être, vous savez, pour des décennies. Ce sont des gens qui sont costumés en républicains et qui ne pensent en réalité qu'à la protection des grands intérêts. Leur république, c'est la république des riches, dirigée par les riches et au bénéfice des riches. L'Occident, c'est la République des riches, dirigée par les riches, pour enrichir encore plus les riches. Bon, donc ça, c'est difficile donc à justifier toutes les interventions belliqueuses ou pas
économique ou pas, morale ou pas, en réclamant par exemple la libération de la femme iranienne que vous avez vue, c'était en retard, n'est-ce pas? Et voilà, bon, j'espère de vous avoir donné une idée un peu plus réaliste de ce qui se passe. Préparons-nous à être saignés une fois de plus du point de vue matériel. J'espère que le fait d'être saigné ne saigne ultérieurement pas les peu de capacités morales, psychiques, spirituelles, religieuses qui restent dans une peut-être petite masse des personnes en France, en Italie, en Europe, dans le monde, si vous voulez, pour être prêts à prendre en main la situation quand le bon Dieu nous donnera le signal et nous allons mystérieusement, parce que là c'est mystérieusement, réformer 2000 ans de, je dirais pas maladresse, mais des méchancetés sataniques. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, je dis encore, dans 2 semaines pour une autre page d'histoire, j'espère, en espérant que l'actualité ne change pas très rapidement, parce que mon travail sinon va se compliquer, va s'allonger. L'actualité peut aussi aider à expliquer les passés comme vice-versa. Les passés expliquent le présent. Je vous remercie encore et je vous souhaite une bonne soirée.